À la une ce soir, les déclarations de revenus sont arrivées dans la plupart des boîtes aux lettres martiniquaises. Quelques nouveautés sont mises en place. Entre autres, la télédéclaration devient obligatoire pour certains et le prélèvement à la source sera effectif dès l'année prochaine. Qui paiera les créances du SIXM? Les membres de l'Espace Sud ont tenu une conférence de presse aujourd'hui pour faire le point sur la situation financière héritée du syndicat. Ils ont évoqué quelques solutions pour éviter les répercussions sur les clients. L'agence élite Model Look à la recherche de la beauté antillaise. Un casting a été organisé aujourd'hui au centre commercial Carrefour Génipa à Ducos. Environ 100 jeunes filles ont tenté leur chance aujourd'hui. Et puis en sport, les demi-finales retour des playoffs de basket se sont jouées hier soir au Palais des Sports du Lamentin. L'Éclair chez les femmes et le SC Lamentinois pour les hommes se sont qualifiés sans surprise. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Vous êtes nombreux à l'avoir déjà reçu dans vos boîtes aux lettres, la déclaration d'impôt sur le revenu. Un papier qui vous signifie qu'il est l'heure d'accomplir vos démarches administratives de citoyens. Quelques modifications sur les procédures ont été mises en place cette année. D'autres nouveautés sont à prévoir l'année prochaine. Voyez les précisions d'Alvin Courcy. La déclaration en ligne, une mesure désormais obligatoire pour certains contribuables. En 2017, la nouveauté, c'est que vous avez une obligation de télédéclarer et donc de passer par Internet dès que votre revenu fiscal de référence est égal à 28 000 €. Si c'est supérieur à 28 000 €, vous le devez. Et d'ailleurs, je profite pour dire aussi, au moment de votre paiement, si vous avez un impôt supérieur à 2 000 € d'impôt, vous devez le payer obligatoirement aussi par Internet. En 2018, ces télédéclarations seront également obligatoires pour les contribuables ayant plus de 15 000 € de revenus. Et en 2019, déclarer en ligne sera obligatoire pour tous. Si vous n'indiquez pas votre RIB, votre déclaration n'est pas validée. Et donc, c'est bloquant. Donc, il faut absolument bien indiquer son RIB et mettre ses bonnes références. Vous devez également, cette année, lorsque vous avez un foyer fiscal avec des enfants qui ont un peu plus de 15 ans, fiabiliser leur identité, leur nom, prénom, date de naissance, etc. pour précisément avoir des fichiers, on va dire, chez nous extrêmement fiables. Plus les fichiers sont fiables, plus ça facilite la vie du redevable, puisque par définition, tout coulera sereinement. Mais la grande nouveauté reste le prélèvement à la source. En 2018, vos impôts seront prélevés tous les mois directement sur votre salaire, mais il faudra continuer à déclarer chaque année. Dès le 1er janvier 2018, vous n'avez plus rien à faire. C'est sur votre fiche de paye, vous verrez apparaître clairement le montant de la somme qui a été collectée par l'employeur et vous percevrez un revenu net d'impôt. Par contre, ce qui est maintenu, c'est que l'année suivante, comme actuellement, vous déposerez votre déclaration d'impôt sur le revenu où on vous liquidera l'impôt sur les revenus que vous avez réellement perçus en 2018. Donc vous pourrez avoir une somme à payer en plus, un solde à payer, ou alors vous aurez une restitution. En 2016, au niveau national, 18 millions de personnes ont décidé de déclarer leurs impôts en ligne, soit un foyer sur deux. Il vous reste jusqu'au 6 juin pour soumettre vos revenus sur le site www.impôt.gouv.fr ou remplir votre déclaration papier. Quel avenir pour le quotidien France Antilles? Le journal a été placé en redressement judiciaire depuis le 12 avril dernier et attend aujourd'hui d'être racheté. Plusieurs candidats seraient intéressés, mais un seul s'est déclaré officiellement. Il s'agit de Philippe Laby. Une nouvelle procédure qui inquiète les salariés. D'ailleurs, une motion de la Société des journalistes de France Antilles a été publiée dans le journal d'aujourd'hui pour rappeler leur indépendance et la vigilance dont ils feront preuve à l'égard de tous les projets de reprise. Ils déclarent être éreintés par les différents plans sociaux depuis 2015 en voyant sans cesse leurs conditions de travail se dégrader avec un effectif ramené au plus bas. Les journalistes rappellent n'avoir jamais manqué au devoir d'information. Voyez la réaction du potentiel repreneur du quotidien qui s'exprime face à la caméra d'Alvin Courcy. France Antilles, c'est une institution. France Antilles, c'est un héritage, c'est un patrimoine. Et c'est la raison pour laquelle Odja Cretar, qui est minoritaire dans le groupe, c'est extrêmement important de le préciser, a décidé, avec moi-même et avec d'autres, une équipe, nous sommes toute une équipe, d'incarner un projet, une véritable alternative, un vrai projet de relance basé sur quoi? Basé sur des principes de fond qui sont l'indépendance éditoriale, la liberté, le respect des gens, le respect des équipes, la fluidité, remettre au cœur le journalisme, du contenu papier. On va préserver le support papier avec la complémentarité digitale. Notre volonté, c'est de sauvegarder au maximum les emplois, les équipes. Bien sûr qu'il faut organiser les choses, ça on va le voir ensemble, avec eux, pas contre eux, mais avec eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, en termes de contenu pur, il est évident qu'à l'horizon 2017-2018,
Il faut que le support papier passe le plus vite possible. Il faut qu'on voit avec les imprimeurs, évidemment, qu'on va interroger, avec lesquels on va discuter et dialoguer, le passage en quadrichromie. C'est extrêmement important. Pour la partie numérique, il faut à terme qu'évidemment on se déploie sur la toile et sur tous les supports digitaux, sur les smartphones, sur les applis. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Probablement un studio télé aussi ou un studio vidéo. On a des choses à créer autour de la marque pour faire rayonner les contenus et le journalisme à travers l'ensemble de ces supports. Et parlons maintenant d'une reprise qui se fait de façon plutôt compliquée. Le SIGSM, syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique, en charge du service public d'eau potable, cachait de nombreuses surprises. On évoque des dettes de 20 millions d'euros. Aujourd'hui, sont pointés du doigt la politique menée à l'époque avec la grande question: qui supportera ces créances? Les membres de l'Espace Sud ont tenu une conférence de presse pour présenter quelques pistes aujourd'hui. Voyez les précisions d'Anaïs Gall. 9 millions d'euros sur la base des tarifs de vente d'eau approuvés par une délibération du SIGSM en date du 9 décembre 2014, signé le 24 décembre 2014. Un dossier que l'Espace Sud a du mal à accepter. Le passif du SIGSM ne cesse de s'alourdir. Le syndicat aurait accumulé une dette de plus de 25 millions d'euros auprès de plusieurs entreprises. Sans parler des irrégularités relevées sur les comptes administratifs, la Chambre régionale des comptes pointe du doigt certaines dérives dans la gestion, notamment des frais de déplacement très coûteux. Il y a eu un voyage à San Francisco organisé par une entreprise martiniquaise pour 5 200 €. D'accord. C'est un billet à 1 700 €. Ah oui. Ça, c'était en 2013. Il y a eu 5 agents qui ont accompagné le président du SIGSM à la réception organisée par le SIAG en Guadeloupe à l'occasion des vœux de 2013 pour la somme de près de 2 000 €. C'est une petite accumulation. Si vous prenez un cas seul, bon, ça ne paraît pas dramatique, mais quand vous voyez la multiplication, là, vous vous dites que le robinet est trop couvert. Des dépenses justifiées selon l'ancien président du SIGSM. Nous n'avons que des ingénieurs qui doivent se déplacer régulièrement et je peux vous dire aujourd'hui, si le SIGSM est aussi performant, que ce soit en eau potable et en assainissement, c'est parce que les ingénieurs, les techniciens du SIGSM se sont déplacés et qu'ils ont pu ramener à la Martinique un certain nombre de technicités qui existaient ailleurs. À la tête de la structure depuis 2008, Gilbert Eustache affirme que des investissements lourds étaient indispensables pour rattraper le retard des équipements. Le SIGSM avait fait un programme de travaux jusqu'en 2020, puisque les élus du SIGSM sont en place pour 2020. Et tout ce que nous avons prévu, c'est de faire en sorte que nous puissions avancer un certain nombre de travaux, récupérer des subventions et relancer des travaux. Aujourd'hui, l'action du SIGSM a été arrêtée de façon abrupte, de façon brutale. Ceux qui nous ont remplacés, que ce soit à Cap-Nord ou à l'Espace Sud, n'ont pas la même dynamique que nous avions, puisque nous étions dans une programmation de travaux pour rattraper un certain nombre de retards chroniques. Reste que l'Espace Sud récupère un héritage bien délicat. Pour assainir la situation et régler les entreprises en attente de paiement, la communauté d'agglomération devra puiser dans ses réserves, mais compte aussi interpeller l'État. Aujourd'hui, c'est l'Espace Sud qui est en train de mettre en place une ligne de trésorerie sur son budget propre pour payer les entreprises. Parce que nous avons hérité de cette situation catastrophique. Nous allons voir s'il y avait des subventions, si on peut obtenir quelques subventions. Ce sera quand même assez difficile parce que les travaux ont déjà commencé, les travaux ont déjà démarré. Alors, ce sera difficile maintenant de faire des demandes de subventions pour des travaux qui ont déjà démarré. Mais nous comptons aussi sur une aide exceptionnelle. Le président de l'Espace Sud entend solliciter le préfet dans les semaines à venir pour tenter de trouver une solution. Il était le leader du mouvement de la Guyane, mais depuis hier soir, il a annoncé qu'il se retirait du collectif pour la Guyane décollée. Michael Mancé quitte également le groupe des hommes encagoulés, celui des 500 frères. Un coup dur pour le collectif qui a salué néanmoins sa démarche. Jonathan Lariot est revenu sur le parcours de cette figure de la crise guyanaise. Regardez. Au milieu de la mobilisation, il était le meneur. Celui auquel une partie de la population s'était identifiée, celui que tous suivaient. Michael Mancé a été propulsé au devant de la scène lors du mouvement qui touche tout le département, jusqu'à être choisi en tant que porte-parole officiel du mouvement dans sa globalité. Mais hier, après une dernière réunion avec les collectifs, en réaction à la réponse de l'Élysée sur les accords de Guyane, celui que tous surnommaient déjà Mika
annonce son retrait des collectifs. En ce qui me concerne, on ne peut pas rattraper 50 ans de retard en 2 jours ou en 2 semaines, c'est pas possible. Je préfère me retirer pour leur laisser le soin de mener à bien la mission qu'ils ont choisi de mener. Une décision qui a eu l'effet d'une vraie bombe, mais qui n'est pas sans raison. Tout commence à la première assemblée générale de lundi où le durcissement du mouvement a été décidé par un vote. Mika décide de s'abstenir. À partir de là, pour celui qui était jusqu'alors le visage du collectif pour la Guyane décollée, ce n'est plus de l'abstention, mais un vrai désaccord sur les méthodes et les décisions prises par le collectif. La grosse difficulté quand tu es porte-parole, c'est de porter la parole même quand tu n'es pas d'accord avec ce que tu dois dire. Pour moi, les méthodes de barrage, de mobilisation, etc. ne sont pas les plus adaptées. Il valait mieux que je laisse quelqu'un d'autre le faire. La population, en ce moment, c'est la seule qui souffre de cette forme de mobilisation-là. Et pourtant, notre problème, il est avec l'État. Est-ce que l'État souffre en ce moment? Non. Pour moi, c'est illogique de taper sur la population pour laquelle on se bat. Et l'État est juste en train de se dire, mais combien de temps ils vont tenir avant que la population ne les étripe? Donc la solution qu'il propose, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je dis que ce n'est pas celle que j'aurais choisie. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il faut trouver celle qui est la plus adéquate. Pour Mika, le combat n'est pourtant pas fini. Son objectif aujourd'hui est de faire comprendre à la population l'état réel de la Guyane et ses besoins. Loin de se retirer du mouvement, il souhaite plutôt combattre sur un autre front. Et toujours en rapport avec la mobilisation guyanaise, le collectif des Toucans a intenté une action en justice contre l'État français. Un geste symbolique et militant pour un meilleur accès aux structures de base nécessaires au développement de la Guyane. Le collectif invite d'ailleurs les Guyanais à répondre à une pétition pour soutenir leur action populaire. Leur porte-parole s'est exprimé face à la caméra de Kervin Alcide. L'État a eu un manquement à ses responsabilités sur ces domaines-là. Et voilà les raisons pour lesquelles nous avons travaillé sur les dossiers en concertation avec des avocats pour pouvoir déposer plainte contre l'État. Dépôt de plainte pour les manquements de l'État face à la Guyane concernant l'éducation, la sécurité, le désenclavement et la justice. Nous allons rentrer dans le fond après avoir récupéré un maximum de signatures à cette pétition. Et ensuite, après, les avocats prendront le relais pour rentrer dans l'aspect juridique et technique. On attend mettre l'État face à leurs responsabilités, tout simplement, sur l'éducation, sur le désenclavement du territoire, sur la santé et sur la sécurité et la justice. Tout simplement, on veut que l'État français prenne ses responsabilités. Et aujourd'hui, ça fait plus de 50 ans qu'il y a eu ce manquement. Et le manquement, il est là, il est établi par toute la population et même par l'Europe aujourd'hui qui dénonce aujourd'hui avoir oublié la Guyane. Dans un combat, il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes et on attaque sur tous les fronts. Voilà, il y a des collectifs qui attaquent sur un front, d'autres qui attaquent sur d'autres fronts. Et je pense que l'objectif final, c'est quoi? C'est l'intérêt général pour la Guyane. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on a un problème d'enclavement du territoire, on a un problème sur l'éducation. Vous avez entre 5 et 8 000 enfants qui ne sont pas scolarisés. Et le problème, il est là, il est établi. Alors, le mouvement, on l'a dit, ce n'est pas un mouvement d'une semaine, c'est un mouvement qui va durer très longtemps. Et aujourd'hui, je pense qu'il est légitime qu'aujourd'hui, le peuple de la Guyane se positionne aujourd'hui pour porter plainte contre l'État. Qui sera le nouveau top modèle de l'agence Elite Model Look? Un casting pour dénicher la nouvelle perle de beauté a été organisé aujourd'hui au centre commercial Carrefour Génipa à Ducos. Cela fait 3 ans maintenant que l'agence vient chez nous pour recruter des jeunes filles correspondant à des critères bien précis. Notre correspondante Camille Joseph a assisté au concours aujourd'hui. Regardons. Elles sont une centaine d'inscrites et arrivent toutes avec le même rêve. Être sélectionnées pour la finale Antilles-Guyane qui se tiendra en Guadeloupe. Sur ce casting, on a un premier choix que l'on fait et de ce premier choix, on sort en fait des jeunes filles qui pour nous correspondent à des critères physiques, nous semblent intéressantes, avec lesquelles on va pousser un petit peu plus loin. Accompagnées et encouragées par leurs parents, elles aimeraient toutes connaître les mêmes joies que Pauline en 2015. C'était exactement comme aujourd'hui, je me suis présentée comme toutes les filles,
Je suis passée devant Valérie, j'ai eu mon entretien, j'ai fait le défilé et après ça, je suis allée faire mon shooting en maillot de bain. Et à l'issue de ce shooting, j'ai été sélectionnée pour partir à la finale Antilles-Guyane que j'ai gagnée. Et ça m'a ouvert les portes pour la finale internationale à Milan. J'attends que ça me donne beaucoup d'opportunités pour les mannequinats, la mode. J'espère être sélectionnée, mais c'est quelque chose que j'aime depuis petite en fait. J'aime mettre des talons, me maquiller, donc voilà. En fait, j'aime ça et j'ai le corps pour, donc autant profiter. Je lui donne la chance, elle profite comme elle est mortante. Ça fait longtemps qu'on attend ça, qu'elle se lance, en tout cas qu'elle puisse se lancer. Donc là, c'est le grand jour, donc on est tous avec elle. Donc on est content de la voir. Tout ce qui est mannequinat, elle aime. Donc elle m'a demandé, elle y était l'année dernière. Là, elle m'a reposé la question cette année, je me suis dit pourquoi pas. Il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Seules celles qui parviennent à accéder à l'étape de mise en beauté sont sélectionnées pour la suite. C'est à partir de ces tests-là qu'on fera notre choix sur nos 10 finalistes. Et ensuite, nos 10 finalistes, on les réunit. Donc, on les réunit en Guadeloupe dans le cadre de la finale, qui est la finale Antilles-Guyane. Et à l'issue de laquelle il n'y aura qu'une seule gagnante. Les jeunes filles retenues voient ainsi leur rêve se réaliser, être sélectionnées pour la prochaine étape et s'imaginer déjà, pourquoi pas, dans les grands rendez-vous de la mode internationale. Parlons sport maintenant avec les demi-finales retour des playoffs de basket qui se sont joués hier soir au Palais des Sports du Lamentin. Chez les femmes, l'Éclair a affronté le Golden Lion et chez les hommes, c'est la Gauloise de Trinité qui s'est opposée au SC Lamantinois. Sans surprise, ce sont les Saléennes qui se sont qualifiées avec un score de 65-54 et les Lamantinois avec 71-66. Récit du match avec José Le Chertier. Du haut de ses 1m90, la Hongroise Andrea Vinch de l'Éclair en blanc ouvre la marque. Andrea, qui a évolué en Allemagne, Roumanie, en Nationale Féminine 1 en France, est un atout de taille pour les Saléennes. Charles Nicolas du Golden Lion réplique. Le score est de 6-5 en faveur de l'Éclair. On ne joue que la 5e minute. L'Éclair continue sur sa lancée et à la fin du premier quart-temps, l'écart est de 13 points. Lors du second, la physionomie du match ne change pas. Les Saléennes gardent leur adversaire à bonne distance. À la pause, l'écart passe de 12 à 18 points. L'Éclair mène 38-20. À la reprise, en dépit de tentatives de Sylvia Hammer notamment, les Joséphines ne parviennent pas à réduire l'écart. Les Saléennes, un ton au-dessus, remportent les 2 derniers quarts-temps et s'imposent au final sur le score de 65-54. On l'a abordé dans de bonnes conditions, avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'agressivité en défense. Et c'est vrai qu'on s'est donné une avance confortable pour bien gérer le match. Donc voilà, on a travaillé pour maîtriser le match, donc c'est très bien. L'Éclair a fait une démonstration ce soir qui prouve qu'il faudra tenir compte de son potentiel. Le SC Lamantinois imprime d'entrée son rythme. À l'issue du premier quart-temps, il mène sur le score de 21-9. Sur saut d'orgueil de la Gauloise, de 12 points, les Trinitéens réduisent l'écart à 7. À la reprise, la Gauloise crée la surprise. Les Trinitéens égalisent à 37 partout. La Dream Team lamantinoise n'en démord pas. Elle fait le break et reprend la tête. À l'issue du troisième quart-temps, les partenaires de Balit mènent 53-47. Et si dans la dernière manche, la Gauloise revient au score, les Lamantinois haussent le ton, ils font le break et gagnent le match 71-66. On était très bien partis, de très bonnes sensations, on a joué pas mal les jeux rapides. On jouait un peu en première attention et puis finalement on s'est fait prendre le jeu parce que la Gauloise, on savait très bien qu'il n'allait pas lâcher le match. Et nous on a ralenti le jeu. On n'a pas joué comme d'habitude. On s'est laissé aller, on a moins défendu. Et effectivement, on s'est fait avoir, on s'est fait très peur parce qu'ils sont repassés à 5-6 points je crois. Donc voilà, on s'est fait très peur mais heureusement on a su tenir. Et heureusement, maintenant on est en finale, on est content.
Les finales des playoffs opposeront ce week-end l'Éclair à la Gauloise chez les femmes et le Golden Lion au SC Lamontinois au masculin. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons du grand retour de Cyril Sinélu avec un single en créole. Après plus de 10 ans d'absence de la scène musicale, il revient avec le titre « Depuis combien l'en est ». Un nouveau troupeau a été décimé cette semaine. Cette fois-ci, c'est le bétail d'un éleveur de Saint-Plus qui a fait les frais des attaques de chiens errants. Et puis Hubert Bornil nous parlera de stage de perfectionnement de football qui se tient en ce moment aux Trois-Îlets. Et le célèbre Pierre Mosca a fait le déplacement pour l'occasion. Mais avant, parlons de cet autre stage qui commencera demain et se tiendra sur 3 jours à l'espace Camille Darcière à Fort-de-France. Il s'agit d'un workshop proposé par le CERMAC. Plusieurs professionnels de la danse présenteront leurs techniques aux stagiaires, mais également au grand public. Pour en parler, nous recevons Quincy qui a fait le déplacement et qui est arrivé en Martinique et tout à l'heure. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, c'est la 3e année que vous participez à ce rendez-vous proposé par le CERMAC, des rendez-vous qui sont sous forme d'échange. Alors, comment trouvez-vous déjà le niveau de danse en Martinique ? Dans mon souvenir, de la dernière fois que j'étais venue, c'est vrai que les élèves ont beaucoup ils sont très acharnés en fait. On leur montre quelque chose et ils sont comme des éponges. On avait tendance souvent à avoir beaucoup de jeunes, plus que des personnes plus âgées, plus que des adultes. Et c'est vrai qu'ils ont cette envie et cet engouement, donc ça donne envie d'en donner encore plus. Et il y a de bonnes bases ? Oui, il y a de très bonnes bases, très très bonnes bases, surtout chez les adolescents. Donc ça, c'est... Qui s'inspirent des clips à la télé, Ils s'inspirent des clips, oui, je pense, des clips, des vidéos, parce que c'est vrai que tout se passe beaucoup autour d'Internet. Il y a beaucoup de visuels aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est parfois même très impressionnant. Alors, en 3 jours d'échange, qu'avez-vous le temps de leur apprendre ? On a le temps de revoir souvent les bases. Donc au premier abord, c'est ce qui est le plus abordé. Mais surtout, on a le temps d'échanger, de parler beaucoup. Parce que c'est vrai que 3 jours, c'est rapide, c'est peu. Et on a besoin d'avoir cet échange comme ça avec eux pour savoir où est-ce qu'ils en sont, ce dont ils ont besoin aussi. Ça, c'est important aussi de le savoir, où est-ce qu'ils veulent aller. Et tout simplement, on essaye de faire les choses de manière assez méthodique, on va dire, mais tout en restant concentrés sur ce qu'eux veulent plus que ce que nous, on a apporté, en fait. D'accord, il faut être concis. Alors, vous proposez de nombreux stages à travers le monde avec votre groupe Blazing. En 2012, vous avez été finaliste de l'émission La meilleure danse sur M6. Oui. Alors, est-ce que c'est facile d'évoluer dans le milieu de la danse aujourd'hui ? Facile, je dirais pas que c'est facile. Aujourd'hui, avec Internet, on peut accéder à beaucoup plus d'opportunités, mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose de difficile à avoir. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de talents, et il faut savoir faire la différence. Et c'est ça qui est un peu, je dirais, plus difficile. C'est pas un métier facile, faut le dire, mais c'est possible. Quand on y croit et quand on travaille, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et pour ceux qui nous regardent, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans une carrière ? Oui, moi je le dis et je le précise. Aujourd'hui ? Oui, moi j'en vis aujourd'hui. Évidemment, pendant longtemps j'ai fait d'autres choses, hein, mais c'est vrai que tout est une question d'opportunité, de travail tout d'abord, de rigueur et d'opportunité. Quand on a une chance, faut la saisir immédiatement. Alors, en 3 ans de participation au stage proposé par le CERMAC, vous avez certainement rencontré de nombreux stagiaires. Est-ce qu'il y a des suites ? Est-ce que vous gardez contact ? Oui, à ma grande surprise d'ailleurs. J'ai c'est mon assistant d'ailleurs, qui s'appelle Jérémy Lapoulia. Que vous avez rencontré lors d'un stage ? Que j'ai rencontré ici à la première année et qui est venu en France ensuite pour faire des études dans tout ce qui est communication. Et du coup, maintenant, il est mon assistant depuis 4 ans. D'accord. Donc, il y a des recrutements à la clé. Est-ce que ceux qui nous regardent et qui veulent évoluer, est-ce que ces stages peuvent leur permettre d'évoluer dans la danse, mais également dans leur carrière ? Oui, bien sûr. Il y a toujours... le plus important, c'est de créer des contacts, tout simplement. Et à partir de là, on peut faire énormément de choses. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que le rendez-vous commence demain, se tiendra sur 3 jours, donc jusqu'au 22 avril. Les inscriptions sont encore possibles et le rendez-vous est ouvert à tous, pas uniquement aux stagiaires du CERMAC. Et à noter que le CERMAC offrira également la possibilité de s'inscrire à l'atelier Jazz Dancehall de la saison 2017-2018 pour un tarif flash pour l'occasion.
Merci à vous. Merci beaucoup. Vous l'avez certainement acclamé lors de sa victoire de la Star Academy 6e édition. C'était en 2006. Depuis, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts et on l'a vraiment peu entendu ces 10 dernières années. Eh bien, il revient avec un tout nouveau single en créole avec le titre « Depuis combien l'en est ». Les enregistrements du single et du titre ont eu lieu à Paris et notre correspondant Éric Dupuis y a assisté. Regardez. Jocelyne Berroy retrouve Cyril Sinelu 13 ans après leur première rencontre à Zoukamine Future Star. Le toujours jeune chanteur a demandé à sa marraine de l'époque de lui écrire un texte sur un thème bien précis. L'icône de la musique antillaise a tout de suite été inspirée. Donc, comme Cyril m'avait dit qu'il avait l'intention de faire quelque chose avec une couleur un peu fête des mères et tout, j'ai dit surtout, il ne faut pas tomber dans le truc bateau. Et donc j'ai pensé à un enfant qui serait en prison. Voilà, un prisonnier qui penserait à sa mère. La star de Cassave ne chante pas dans ce single, mais elle interprète dans le clip tourné à Paris, la mère du chanteur, ce qui a pour Cyril tout un sens. C'est ma maman musicale. C'est la maman musicale de beaucoup d'artistes caribéens, beaucoup d'artistes, beaucoup d'Antillais. On se reconnaît dans les musiques de Cassave. Et puis, c'est une parolière extraordinaire. Il y avait ses tripes dans ce qu'elle écrivait et j'avais vraiment envie de rendre ça en musique. Et puis, je suis très, très content du résultat. Et c'est aussi un tournant dans sa carrière, 11 ans après ses débuts à la Star Academy. À 30 ans, pour la première fois, le Martiniquais d'origine enregistre une chanson en créole. Pour moi, c'est beaucoup de pression. C'est la langue maternelle, le créole, donc c'est très très difficile de faire passer les émotions. Il faut pas non plus s'intéresser qu'à la technique vocale et il faut faire passer l'émotion à travers des mots. Des mots en créole qui ont tendance à disparaître des chansons, d'après cet arrangeur spécialiste de la musique afro-caribéenne. Trop souvent aujourd'hui, on a des chansons qui sont en français, qui n'ont pas le même impact, parce qu'on va essayer d'atteindre certains marchés, etc., etc. Mais on doit défendre notre culture, le patrimoine afro-caribéen et capital. Donc moi, je suis partisan 100% de ce type de démarche. Le single et le clip sortiront exclusivement aux Antilles avant la fête des mères. Si le succès est au rendez-vous sous les tropiques, Cyril espère relancer sa carrière en hexagone avec cette chanson créole. C'est où c'est l'encaoué, c'est où qu'on l'a en tes piti. Allez, on revient en Martinique et on passe à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Sainte-Luce avec une nouvelle attaque de chiens errants sur un troupeau. Hier, nous vous parlions de cet éleveur de moutons au Vauclin qui craignait pour la poursuite de son activité. Aujourd'hui, c'est un Lucéen qui appelle à l'aide. L'éleveur qui avait déjà perdu 10 de ses bêtes le week-end dernier en a perdu 5 cette nuit. Après avoir lui-même chassé la meute de chiens, il a finalement décidé de placer son troupeau dans la bergerie pour les mettre en sécurité. Il s'est exprimé face à la caméra d'Anaïs Gall. Là, c'est un peu de dégoût de voir les animaux souffrir autant, parce que c'est une souffrance pour l'éleveur, mais pour aussi les animaux. Et de les voir crever comme ça, souffrir, c'est pénible. On a perdu 15 dans une semaine. Avant ça, j'ai perdu 20 brebis et que voilà, personne ne fait rien pour nous. Les autorités, personne, les gens aussi doivent prendre soin de leurs chiens, quoi. Aujourd'hui, on est obligé de parquer les bêtes et de faire du fauchage pour elles en attendant qu'on arrive à éliminer les chiens, parce que quand on laisse les animaux sur le terrain, c'est sûr que d'ici 2 jours, ils reviennent et après, c'est tout le troupeau que ces chiens-là, ils dévorent, quoi. Ça crée un petit traumatisme quand même, comme je vous explique, surtout pour les animaux aussi, parce qu'ils ont peur, ils ne mangent pas, elles sont un peu stressées, quoi. Direction les Trois-Îlets maintenant, avec un stage de perfectionnement pour les jeunes footballeurs est organisé pendant ces vacances de Pâques. Un programme qui pourrait paraître banal si ce n'était que le célèbre entraîneur Pierre Mosca avait fait le déplacement pour l'occasion. Une opportunité que les jeunes de la commune sont ravis de saisir. Hubert Bornil et Valérie Vincent les ont rencontrés. Regardez.
Je n'ai jamais été très bon en football, mais avouez que je me débrouille quand même pas trop mal. En tout cas, j'ai cette chance de participer avec ces jeunes à cette séance de 4 jours de perfectionnement. Et puis on a le célèbre Pierre Mosca. Alors là, ça c'est excellent. Fais pas de passe, mets les mains sur les hanches. Tu es dans le match. Ouvre bien ton pied, donne la plus grande surface possible et tape le ballon. Ils sont jeunes, moins de 10 ans pour la plupart, et déjà attirés par la pratique du football. Parmi ces enfants, certains ont la chance de découvrir le milieu professionnel, d'autres évolueront dans notre championnat local. C'est bien que Pierre Mosca soit venu pour nous. On s'amuse bien. Vous faites quoi concrètement? On travaille les passes pour avoir de la précision. L'objectif de ce stage est d'offrir à ces jeunes l'opportunité de découvrir les techniques de base dans le foot. La jeunesse aujourd'hui, elle a besoin donc de cette formation pour pouvoir, je dirais d'ici 3-4 ans, on puisse avoir des équipes en élite avec des bases solides, quoi. Alors le travail qui se fait ici, je le répète, au niveau de la Ligue est important, mais quand nous avons la chance par nos réseaux d'avoir auprès de nous des gens comme Pierre Mosca ou autres, nous n'hésitons pas en tout cas à l'éveil de les faire venir. Sur la pelouse, on le voit bien, ces jeunes footballeurs prennent très au sérieux l'exercice, d'autant qu'une grande pointure du sport de haut niveau a fait le déplacement. Il me paraît essentiel que les jeunes ne loupent pas, entre 10 et 14 ans, ce qui reste, c'est le geste technique vrai du football. Si on loupe ce passage-là, les circuits neuromoteurs vont fixer des gestes qui ne sont pas bons. Il va les transporter toute sa vie, le joueur. Donc c'est pour ça qu'on a créé de plus en plus dans les centres de formation, des centres de pré-formation qui s'adressent donc à des plus jeunes pour justement leur faire travailler cet aspect technique. Aux côtés de Pierre Mosca, d'autres personnalités du football sont présents. Laurent Saint-Honoré, le président du Golden Lion, ou encore Gary Bocali, ancien joueur professionnel à Lille et à Marseille. C'est vraiment un plus pour ces gamins-là d'avoir la chance d'être coaché par un entraîneur comme Pierre Mosca qui a une certaine expérience professionnelle. Et puis même pour les gamins qui ont envie de devenir footballeur professionnel, c'est un plus pour eux, ça leur permet de progresser. Ça permet aussi que d'autres jeunes se retrouvent dans un autre contexte, avec d'autres jeunes qu'ils ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, il y a des gamins de tous les clubs, même mon fils y est d'ailleurs. Et ça permet aussi, c'est une manière d'apprendre aux jeunes à se comprendre, à s'adapter. Voilà. Allez, pour ma part, je préfère les laisser travailler. Des jeunes qui seront ainsi durant 4 jours en formation technique, perfectionnement technique. Également, ils auront l'occasion de visiter quelques sites historiques sur la commune, comme récemment la Savane des Esclaves. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h sur la place du marché face au front de mer du Marin. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec En Tchèque Pays. À tout de suite.